C'était l'un de ces rares jours dans le comté irlandais de Clare où le vent se tait un instant. Dimanche, 10 février 2019, dans le petit poste de police de la ville d'Ennistimon, l'officier de garde de la Garda sirotait paresseusement son thé refroidi. La journée promettait d'être calme. Quelques plaintes concernant des voisins bruyants, peut-être une brebis égarée sur la route, la routine de l'Irlande rurale. Mais l'appel qui retentit à 14h32 brisa cette tranquillité. La voix à l'autre bout du fil était féminine, posée, mais on y entendait distinctement une note d'acier inquiet. C'était Madame Doyle qui appelait, directrice de l'école primaire locale. Une femme avec 30 ans d'expérience, qui connaissait chacun de ses élèves par son nom et pouvait déterminer à sa démarche qui avait encore oublié ses chaussures de rechange à la maison. Elle n'était pas de celles qui paniquent pour des broutilles. Et c'est précisément pourquoi ces mots firent poser sa tasse à l'officier et prendre son carnet en main. Madame Doyle expliqua la situation clairement, comme lors d'un conseil pédagogique. Liam O'Connell, âgé de 7 ans, l'un de ses élèves, n'était plus apparu à l'école depuis 2 semaines. Au début, ses parents, Eamon et Siobhan, avaient appelé pour dire qu'ils transféraient leur fils à l'enseignement à domicile pour des raisons religieuses. C'était étrange, mais légal. La directrice avait fait une note dans le registre et avait décidé d'attendre. Mais quand elle tenta de les contacter plus tard pour clarifier les détails pour les rapports, ses appels restèrent sans réponse. 1, 2, 10. Le téléphone se taisait. L'inquiétude se transforma en véritable alarme. Selon le protocole, après 2 semaines d'absence de contact, elle était obligée de faire une visite. Et voilà qu'aujourd'hui, dimanche, elle était montée dans sa vieille Ford Fiesta et avait pris la route de terre étroite menant à leur maison. Un cottage de pierre isolé au sommet d'une colline que les habitants avaient surnommée Venteuse. Leur voiture était garée devant la maison, mais personne ne répondit à ses coups. Elle fit le tour de la maison, regardant par les fenêtres, mais les rideaux étaient hermétiquement tirés. Et c'est alors qu'elle remarqua 2 choses qui lui firent courir un frisson dans le dos. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, mais simplement entrebâillée. Et de la fente sous celle-ci émanait une odeur faible mais distincte, nausée et douceâtre. L'odeur de quelque chose qui n'allait pas. Je me tiens devant leur maison sur la colline venteuse. Sa voix dans le combiné devint plus basse, la porte étant ouverte. Je ne suis pas entré. Ça sent. Pour la police, cela suffisait. Une patrouille partit immédiatement, mais même les officiers les plus expérimentés n'étaient pas préparés à ce qui les attendait à l'intérieur. Ils entrèrent dans la maison, et l'odeur lourde et suffocante les frappa au visage. Dans le salon, faiblement éclairé, régnait un froid glacial et un silence de mort, troublé seulement par un murmure discret. Sur le sol, au milieu de la pièce, étaient assis Eamon et Siobhan O'Connell. Ils ressemblaient à des ombres, émaciés, avec des yeux enfoncés et une peau pâle, presque transparente. Leurs lèvres bougeaient silencieusement en prière. Ils regardèrent les policiers, qui entrèrent d'un regard vide et détaché, comme s'ils voyaient non pas des hommes, mais des fantômes. Ils ne furent ni surpris, ni effrayés. Ils continuèrent simplement à prier. L'un des officiers resta avec eux, tandis que le second alla examiner les autres pièces. Il poussa la porte de la chambre d'enfant. Cette même odeur le frappa au nez, mais 1000 fois plus forte. La pièce était petite, ascétique. Sur le sol se trouvaient des bols d'eau salée trouble. Au mur était suspendue une croix grossière, tressée de branches, et l'unique lit était soigneusement fait. Mais sous le drap blanc se devinaient les contours d'un petit corps immobile. L'officier s'approcha lentement et souleva précautionneusement le bord du tissu. Sur le lit gisait Liam. Son visage était paisible, presque cireux, et ses petites mains étaient croisées sur sa poitrine. Il avait l'air de simplement dormir, mais le froid qui émanait du corps et l'immobilité absolue ne laissaient aucun doute.
La vie avait quitté cette pièce depuis de nombreux jours. La première pensée qui transperça la conscience du policier ne fut pas celle d'un crime, mais de ce silence monstrueux et impensable de cette maison. Le silence dans lequel des parents pouvaient s'asseoir dans la pièce voisine près de leur fils mort et simplement prier. C'était Liam O'Connell. Il avait 7 ans, et les gens qui auraient dû le protéger se trouvaient à seulement quelques mètres, plongés dans leur propre monde incompréhensible. C'est précisément cette question. Qui sont-ils ? Qui devint centrale pour l'enquête. Les gens assis à quelques mètres de leur fils décédé et plongés dans la prière ne correspondaient à aucun profil criminel. Pour comprendre ce qui s'était passé dans cette maison froide sur la colline, les détectives durent rembobiner le film en arrière, à l'époque où la famille O'Connell était simplement une famille, et non la principale énigme du paisible comté de Clare. À première vue, leur histoire était douloureusement banale. Eamon O'Connell, 42 ans. Un homme solide et silencieux, dont la vie avait toujours été liée à la mer. Ses mains, rugueuses des filets et de l'eau salée, connaissaient le dur labeur du pêcheur. Mais il y a quelques années, un accident, une grave blessure au dos, lui avait fermé à jamais l'accès à l'Atlantique. Son monde, autrefois immense comme l'océan, s'était rétréci aux dimensions de leur petit cottage et de l'allocation mensuelle d'invalidité. Il était devenu l'ombre de l'homme qu'il avait été. Sa femme, Siobhan, âgée de 39 ans, était son parfait opposé. Ancienne artiste, femme à l'organisation spirituelle délicate, elle voyait le monde en couleurs et en images. Après qu'Eamon eut cessé de travailler, elle s'était entièrement consacrée à la maison et à son fils. Ses toiles et ses peintures prenaient la poussière au grenier depuis longtemps, et toute son énergie créatrice et inépuisable était maintenant dirigée vers la création d'un foyer douillet dans leur petit monde isolé. Et le centre de ce petit monde était Liam. Le garçon de 7 ans, dont le dossier exhumé des archives de l'école dressait le portrait d'un enfant absolument normal et heureux. Les enquêteurs lurent la caractérisation écrite de la main de Madame Doyle seulement quelques mois auparavant. Liam est un garçon actif et curieux. Il trouve facilement un langage commun avec ses camarades. Aucun signe de problèmes familiaux n'a été observé. Les voisins, qui n'étaient bonnets que 2 dans un rayon de 3 km, le décrivaient comme un petit diable bruyant et joyeux qui aimait courir après les moutons sur la pente de la colline. Quand la police vérifia leur situation financière, l'énigme ne fit que s'aggraver. Aucune dette, aucun crédit, aucune dépense étrange. La modeste allocation d'Eamon et les petites allocations familiales. Ils vivaient pauvrement, mais de manière prévisible. Ils achetaient de la nourriture au magasin local, payaient l'électricité. Sur le papier, tout concordait. Devant les détectives se trouvait une famille irlandaise standard et démunie, sans histoire criminelle, sans plainte des services sociaux, sans un seul appel inquiétant dans le passé. La seule chose qui les distinguait était leur isolement complet, presque absolu. Leur cottage sur la colline venteuse n'était pas simplement une maison, mais une forteresse, séparée du reste du monde par une route de terre et le silence. Selon les documents, ils étaient une famille parfaite pour ce coin tranquille d'Irlande. Mais cette même isolation qui semblait les protéger des malheurs avait finalement créé les conditions parfaites pour que le murmure silencieux de folie, né dans les murs de cette maison, se transforme en cri assourdissant. Et ce cri ne fut pas soudain. Il grandit dans le silence, derrière des portes hermétiquement fermées, pendant plusieurs mois. L'enquête devint, en essence, l'archéologie de ce silence. La tentative de trouver ce point de non-retour où la vie normale, bien qu'isolée, de la famille O'Connell s'était brisée et où le compte à rebours avait commencé. Et ce point fut trouvé très rapidement. Il était clairement documenté dans les registres scolaires et les journaux téléphoniques. La dernière fois que Liam vit ses camarades de classe fut le vendredi 16 novembre 2018. C'était un jour d'école ordinaire. Cours, récréation bruyante, jeu de chat sur la cour d'école. Il fit signe à ses amis en partant
promettant de se revoir lundi. Mais lundi, son pupitre resta vide. Et quelques jours plus tard, dans le bureau de Madame Doyle, retentit un appel téléphonique. En ligne se trouvait Siobhan O'Connell. Sa voix, comme se souvint plus tard la directrice, était égale et calme, même trop. Elle annonça qu'elle et son mari avaient pris la décision de transférer Liam à l'enseignement à domicile. La raison qu'elle donna fit froncer les sourcils à Madame Doyle, mais ne lui donna aucune base légale d'inquiétude, pour des raisons religieuses. Cette phrase, comme il s'avéra, devint un bouclier parfait. Elle expliquait formellement l'absence du garçon, fermant à l'école la possibilité d'une intervention ultérieure. Mais l'école n'était qu'un fil que la famille O'Connell coupa. Les détectives demandèrent les relevés des appels téléphoniques et découvrirent une seconde date non moins importante. Le 19 novembre 2018, 3 jours après que Liam fut à l'école pour la dernière fois, le dernier appel sortant fut effectué depuis le téléphone de leur maison. Siobhan appelait sa sœur à Dublin. Leur conversation, comme l'établit plus tard l'enquête, fut courte et absolument quotidienne. Elles discutèrent de la météo, se plaignirent des froids qui approchaient. Pas un mot d'inquiétude, pas un soupçon de changement à venir. « Chez nous, tout va bien. Nous avons simplement beaucoup à faire », dit Siobhan en guise d'adieu. Et après cela, rien. Le vide. Pas un appel aux proches, pas un message. Le tableau devenait parfaitement clair, comme si en un jour, à la mi-novembre 2018, quelqu'un avait actionné un interrupteur. La famille O'Connell n'avait pas disparu. On ne les avait pas kidnappés. Ils avaient volontairement relevé le pont-levis de leur maison sur la colline venteuse, coupant tous les liens sans exception avec le monde extérieur. La police établit quand la famille disparut des radars. Il restait maintenant à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui les avait poussés à s'enfermer du monde entier? Et quelle horreur mûrissait dans cet isolement volontaire, jusqu'à ce qu'un jour, elles engloutissent leur fils de 7 ans. La réponse à cette question n'avait pas besoin d'être cherchée dans les archives ou dans les témoignages de parents éloignés. Elle était là, dans les pièces froides du cottage sur la colline venteuse. Elle se cachait dans les détails, dans ces objets étranges et déplacés que les criminalistiques commencèrent à décrire méthodiquement dans le procès verbal d'examen. C'est précisément ces découvertes qui transformèrent l'affaire d'une histoire tragique, mais potentiellement explicable, en quelque chose de complètement différent, effrayant par son irrationalité. La première chose qui frappa dans la chambre de Liam fut ce qui n'aurait pas dû s'y trouver. Dans les coins de la pièce se trouvaient plusieurs bols profonds. Au fond de chacun se voyaient des cristaux blancs de sel séché, tout ce qui restait de l'eau salée qui les remplissait autrefois. Au mur, directement au-dessus du lit, était suspendue une croix grossièrement tressée de branches, enroulée de ficelles ordinaires. Elle avait été faite visiblement à la hâte, mais avec une sorte d'ardeur désespérée. Cela ne ressemblait pas à un lieu de lutte ou d'éclat de rage soudain. Au contraire, on sentait dans tout cela une sorte de système effrayant et réfléchi, comme si quelqu'un suivait un rituel étranger et malade. Pendant qu'un groupe de criminalistiques photographiait ces attributs étranges, un autre continuait l'examen. Et sous le lit, où Liam gardait probablement ses jouets, ils trouvèrent ce qui glaça le sang de tous. Là gisaient plusieurs vieilles ceintures de cuir usées. Elles étaient simplement jetées en tas, comme si on les avait utilisées et précipitamment cachées. Leur présence ici, dans la chambre d'enfant, à côté des bols et de la croix artisanale, ne se prêtait à aucune explication logique. À quoi pouvait-elle servir dans cette pièce silencieuse? Ce détail ajouta au tableau une teinte sinistre de contrainte, de rétention physique, qui ne cadrait pas avec l'image de parents aimants, bien que fermés. Mais la véritable clé de l'énigme fut la découverte faite dans le salon. Sur une petite table en bois, à côté d'une tasse refroidie et d'une Bible, se trouvait une pile soignée de papier. À première vue, rien de spécial. Mais quand l'enquêteur les prit en main, il comprit qu'il tenait la carte routière de cette folie. Ce n'étaient ni des lettres, ni des factures.
C'étaient que des impressions d'un site internet quelconque. Le papier de bureau bon marché, légèrement humide de l'humidité de la maison, était criblé de petits caractères. Les textes dessus ressemblaient au délire d'un fanatique. Mélange de termes pseudo-religieux, de citations en latin approximatif et d'instructions. Instructions claires et détaillées pour mener à bien un certain rituel. Il y était question de faire mourir de faim, de purification par la souffrance et de expulsion de la souillure à l'aide de sel et d'eau. Ce n'était pas simplement une pièce à conviction, c'était un scénario, le scénario du cauchemar qui s'était joué dans les murs de cette maison. Et maintenant, les détectives avaient la clé pour comprendre qui ou quoi était devenu le metteur en scène de cette tragédie. Il restait seulement à trouver la source, le vieil ordinateur fixe qui se trouvait dans le coin de la pièce. Ce vieil ordinateur bourdonnant contenait effectivement les réponses. Mais avant de plonger dans les labyrinthes numériques, les enquêteurs devaient fermer une question, la plus évidente et la plus terrible. Qui se trouvait physiquement dans cette maison durant les derniers jours de la vie de Liam ? À première vue, cela semblait impossible. La colline venteuse est un espace ouvert, balayé par tous les vents. Mais l'enquête montra rapidement que le cottage lui-même s'était transformé ces dernières semaines en capsule hermétique où personne n'entrait et d'où personne ne sortait. En premier lieu, les agents se rendirent chez les voisins les plus proches. Le mot « plus proche » était ici, bien sûr, une convention. Jusqu'à la ferme du vieux monsieur Finnegan, il y avait presque 3 kilomètres par une route de terre défoncée. Le vieil homme qui avait vécu sur cette terre toute sa vie était le meilleur poste d'observation. Mais ces témoignages furent courts et inutiles. Il n'avait rien vu. Aucune voiture inconnue se frayant un chemin vers la maison des O'Connell sous le couvert de la nuit. Aucun inconnu suspect. Seulement leur vieille Ford, qui selon ses dires, était immobile devant la maison depuis plusieurs semaines, se couvrant lentement d'une couche de poussière et de boue. Les autres voisins, vivant encore plus loin, ne firaient que confirmer ces paroles. Le monde extérieur semblait avoir oublié le chemin vers la colline venteuse. Puis, les criminalistiques examinèrent minutieusement la maison elle-même. Chaque centimètre, chaque cadre de fenêtre, chaque gond de porte furent étudiés à la loupe. Le résultat fut sans équivoque. Il n'y avait aucune trace d'effraction, ni vitre brisée, ni serrure forcée, ni même d'égratignure qui auraient pu indiquer une tentative d'intrusion. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées de l'intérieur. Le tableau se composait, simple et d'autant plus effrayant. Personne n'avait fait irruption dans la maison. Personne n'était venu leur rendre visite. Le mal n'était pas venu de l'extérieur. Il était né et avait grandi ici, dans ces murs. Et cela ne signifiait qu'une chose. Dans les derniers jours et heures de la vie de Liam, âgé de 7 ans, se trouvaient près de lui seulement 2 personnes. Les 2 personnes les plus proches de lui sur Terre, et Amon et Siobhan O'Connell, qui tout ce temps continuaient à s'asseoir sur le sol du salon, plongés dans leurs murmures silencieux, furent soigneusement remis sur pied. On leur lut leurs droits. Ils ne résistèrent pas, ne posèrent pas de questions. Il semblait qu'ils ne comprenaient même pas entièrement ce qui se passait. Ils furent arrêtés sous l'accusation de meurtre de leur propre fils. Mais ils n'étaient les principaux suspects que formellement. La vraie question n'était pas de savoir qui avait fait cela, mais ce qui les avait poussés à le faire. Et la réponse à cette question attendait les experts dans la mémoire de ce même vieil ordinateur. Et pendant qu'Amon et Siobhan se taisaient dans les cellules de détention préventive, ce vieil ordinateur dans le coin de leur salon commença à parler. Il ne fut pas difficile pour les spécialistes techniques d'accéder au disque dur. L'énigme n'était pas dans le dossier, mes documents, ni dans la correspondance personnelle. Elle se cachait dans l'historique du navigateur et dans plusieurs fichiers textes sauvegardés sur le bureau. Ce qu'ils y trouvèrent ressemblait à une plongée dans l'eau glacée. C'était une trace numérique menant directement au cœur des ténèbres. Les O'Connell étaient en déshabitués d'un seul et unique site,
un forum en ligne marginal pour catholiques traditionalistes radicaux, un lieu où la foi se mélangeait aux superstitions et l'anxiété à la paranoïa. C'est précisément là, dans l'une des branches de discussion, qu'ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Les impressions trouvées sur la table étaient une copie exacte de ces posts, et leur contenu expliquait tout. Les bols d'eau, les ceintures sous le lit et le corps émacié de Liam. Ce n'était pas simplement un texte religieux, c'était une instruction froide, méthodique, détaillée pour détruire un être humain sous le prétexte de sauver son âme. Les phrases que lisaient les experts étaient dépourvues d'émotion. Elles étaient écrites comme des axiomes ne nécessitant pas de preuves. « Il faut faire mourir le démon de faim », disait l'un des points. Suivait une explication que le refus de nourriture affaiblissait non pas le corps, mais l'essence qu'il avait capturée. Un autre paragraphe était encore plus monstrueux dans sa logique. Le corps n'est qu'un récipient. Il faut le purifier par la souffrance. Cette phrase transformait l'infliction de douleur d'un acte de cruauté en un acte de miséricorde. Ensuite, pire encore, le texte donnait aussi des conseils pratiques qui correspondaient terriblement exactement aux indices. L'eau et le sel brûlent la souillure, disait l'instruction. Voilà d'où venaient les bols d'eau salée dans la chambre de Liam. Et enfin, le plus terrible, ce qui expliquait la présence des ceintures. La rétention physique est nécessaire pour protéger l'âme. Quand l'essence se débat dans l'agonie, elle peut nuire au récipient. Il faut l'immobiliser pour son propre bien. À chaque ligne lue, l'image folle acquérait une logique effrayante et pervertie. Ce n'était pas un acte spontané de violence, c'était un rituel soigneusement planifié, mené selon le scénario d'autrui. Aemon et Siobhan n'étaient pas des sadiques au sens classique du terme. Dans leur réalité déformée, ils étaient dos des guerriers de la lumière, luttant pour l'âme de leur propre fils. Et ces impressions étaient leur écriture sainte, le guide détaillé pour mener un exorcisme domestique. Ce guide d'exorcisme expliquait les indices, mais il n'expliquait pas les gens. Dans la salle d'interrogatoire stérile, sous le ronronnement régulier de la ventilation, les enquêteurs s'attendaient à voir n'importe quoi. Larmes, repentir, agressivité, déni. Tout ce qui constitue une réaction humaine normale à l'accusation d'un crime monstrueux, surtout quand il s'agit de son propre fils. Mais Aemon et Siobhan O'Connell ne leur donnèrent rien de tout cela. Leur comportement fut l'indice le plus étrange et le plus troublant de tous. Ils étaient assis devant les détectives, physiquement épuisés, déshydratés, ressemblant à des feuilles séchées. Il était évident qu'eux-mêmes avaient presque pas mangé ni dormi ces derniers jours, mais leur état émotionnel était effroyablement égal. Pas une larme, pas un tremblement dans la voix. Ils regardèrent les enquêteurs d'un regard calme et détaché, comme si tout ce qui se passait ne les concernait absolument pas, comme s'ils n'étaient que des spectateurs dans la tragédie de quelqu'un d'autre. La première à parler fut Siobhan. Quand on lui demanda directement ce qui s'était passé dans la maison les jours précédant la mort de Liam, elle répondit sans la moindre hésitation. Sa voix était silencieuse, mais ferme comme la glace. Elle ne s'excusait pas et n'essayait rien de cacher. Elle constatait simplement les faits tels qu'elle les voyait dans sa réalité. Et quand l'enquêteur, perdant déjà patience face à ce calme glacial, posa la question principale, sa réponse entra à jamais dans les dossiers de l'affaire. « Nous avons fait ce que nous devions faire », prononça-t-elle en regardant directement dans les yeux du détective. « Il est libre. » Cette phrase, dite avec une conviction absolue, resta suspendue dans l'air. Il n'y avait pas de chagrin dedans. Il y avait de la fierté du devoir accompli. Et Aemon, assis à côté, se taisait tout ce temps. Il ne faisait qu'hocher la tête de temps en temps, confirmant les paroles de sa femme, ou répétait silencieusement ses dernières phrases comme un écho. Il n'était pas le leader dans ce tandem. Il était un suiveur, complètement absorbé par sa foi. Pour la première fois de leur pratique,
Les détectives se trouvèrent face à une situation où les suspects ne niaient pas leurs actions, mais refusaient catégoriquement de les reconnaître comme un crime. Dans leur conscience, ils n'avaient pas ôté la vie à leur fils, mais sauvé son âme. Pour eux, ce n'était pas une tragédie, mais une victoire. Leur comportement ne correspondait à aucun profil criminel standard. Devant l'enquête se trouvaient non pas des meurtriers cachant leur culpabilité, mais des porteurs d'une foi monstrueuse et inébranlable, et les méthodes d'interrogatoire standard étaient ici impuissantes. Puisque les méthodes d'interrogatoire standard étaient impuissantes, l'enquête se tourna vers un témoin qui ne pouvait mentir ou éviter de répondre, vers leur vieil ordinateur domestique. Pour les experts techniques, c'était un travail de routine. Prendre une image du disque dur et analyser l'activité numérique de la famille. Et ce qu'ils découvrirent n'était pas simplement une histoire de visite de site, c'était une trace numérique menant directement dans le terrier du lapin de la paranoïa. Contrairement à la plupart des ordinateurs familiaux, celui-ci n'était pas une fenêtre sur le monde. C'était un tunnel étroit, menant à un seul endroit sombre. L'historique du navigateur montrait un tableau de véritable obsession. À partir de novembre 2018, presque 100% de leur activité en ligne était concentrée sur une ressource, un petit forum peu connu pour soi-disant catholiques traditionnalistes. C'était une sorte de chambre d'écho, où leur propre peur et anxiété ne trouvaient là pas simplement confirmation, mais étaient multipliées par les voix d'autres comme eux. Ils ne cherchaient pas d'informations, ils cherchaient l'approbation de leurs pensées les plus sombres, et ils la trouvèrent. Les indices clés, les impressions avec instruction, menaient à une branche spécifique du forum. Elle s'appelait « Rituel oublié de purification ». Comment protéger ses proches? Cette branche avait son gourou, auteur principal, dont les mots étaient cités et dont les conseils étaient crus sans discussion. Il écrivait sous un pseudonyme qui reflétait parfaitement son rôle dans cette communauté, Praesidium Fidei, ce qui se traduit du latin par « défenseur de la foi ». C'est précisément ces mots qu'Imon et Siobhan imprimèrent et utilisèrent comme texte sacré. C'est précisément ces instructions sur l'eau, le sel et la rétention physique qu'ils mirent en pratique. Maintenant, l'enquête avait non seulement une histoire de tragédie familiale, dans l'affaire apparut un troisième participant invisible, un prédicateur anonyme dont les mots, tapés sur un clavier à des centaines de kilomètres de là, devinrent un arrêt de mort dans la maison sur la colline venteuse. Cet arrêt de mort, prononcé dans le monde numérique par l'anonyme défenseur de la foi, fut exécuté dans le monde réel. Et pendant qu'Imon et Siobhan vivaient dans leur univers inventé, où ils luttaient contre les démons, la science froide se préparait à raconter la vraie histoire des derniers jours de Liam. Cette histoire fut racontée par son propre corps. Le rapport du médecin légiste, dépourvu de toute émotion et conjecture, devint le document le plus terrible de cette affaire. Il décrivait point par point, avec une précision médicale, comment exactement les instructions du forum se transformèrent en instruments de meurtre. La première chose qu'établit l'expertise fut la cause principale de décès. Liam mourut de déshydratation aiguë. Ce ne fut pas quelque chose de soudain. Ce fut un processus lent et atroce, étalé sur plusieurs jours. L'instruction du forum disait « Il faut faire mourir le démon de faim ». Les parents, suivant cette indication, privèrent leur fils non seulement de nourriture, mais le plus terrible, d'eau. Pour un organisme de 7 ans, cela équivalait à un arrêt de mort. Chaque cellule de son corps criait littéralement à l'aide, mais ne recevait en réponse que des prières et des bols d'eau salée inutiles. Mais ce n'était pas tout. Le rapport indiquait aussi une seconde cause de décès concomitante. Asphyxie résultant d'une pression positionnelle prolongée sur la cage thoracique. En termes simples, Liam s'étouffait parce que quelque chose pesait longtemps sur sa poitrine, empêchant ses poumons de se remplir d'air. Cela ne ressemblait pas à un étranglement dans un accès de colère. C'était la conséquence d'une rétention longue et méthodique. L'instruction du défenseur de la foi donnait encore une réponse effrayante.
la rétention physique est nécessaire. Quand l'essence se débat dans l'agonie, elle peut nuire au récipient. Probablement, dans les dernières heures de sa vie, affaibli par la soif, Liam luttait, et les parents, croyant qu'il luttait non pas avec lui, mais avec l'essence, le retenaient, le pressant contre le lit. Ils pensaient qu'il sauvait son âme, mais en réalité, il l'empêchait simplement de respirer. La confirmation de cela fut trouvée immédiatement, lors de l'examen ultérieur. Sur les petits poignets et chevilles de Liam furent découvertes des bandes sombres, caractéristiques, traces nettes des ceintures. Ces mêmes ceintures que les criminalistiques trouvèrent sous le lit. Elles étaient les témoins silencieux de ces dernières tentatives désespérées de s'échapper. Chaque indice trouvé dans la maison et chaque mot du rapport du médecin légiste se composait en une mosaïque unique et monstrueuse. La conclusion de l'enquête fut définitive et irrévocable. La mort de Liam ne fut pas un accident tragique. Chaque pas entrepris par ses parents, refus d'eau, rétention physique, fut l'exécution directe des instructions trouvées sur l'ordinateur. Ils ne suivaient là pas simplement les conseils d'Internet. Ils exécutèrent avec une précision fanatique une recette qui ne pouvait mener à aucun autre résultat. Cette recette, qui mena à la tragédie, ne fut pas écrite sur la colline venteuse. Elle vint de l'extérieur, du monde anonyme du réseau. Et pendant qu'Eamon et Siobhan se trouvaient en détention, le focus de l'enquête se déplaça d'eux vers le complice invisible, vers l'homme se cachant derrière le pseudonyme Praesidium Fidei. Les détectives comprenaient, le trouver signifiait non seulement trouver un témoin, mais peut-être traduire en justice celui qui avait apporté l'allumette à cet incendie de folie. Commença la chasse aux fantômes numériques. L'affaire fut transmise au département de cybercriminalité de la Garda irlandaise. Pour eux, c'était une procédure standard, mais avec des enjeux très élevés. En premier lieu, ils envoyèrent une demande officielle à l'administrateur de ce même forum. La demande était simple: fournir toute information disponible sur l'utilisateur Praesidium Fidei, adresse IP depuis lesquelles il se connectait au site, date d'inscription, toute information personnelle indiquée dans le profil. Parallèlement, les spécialistes techniques tentaient de trouver toute autre piste numérique qui pourrait mener à la trace de cet homme. Dans l'air planait une attente tendue. Il semblait que d'un moment à l'autre, ils obtiendraient un nom et une adresse, et dans l'affaire apparaîtrait un nouveau suspect bien réel. Mais le monde anonyme d'Internet sait garder ses secrets. La réponse de l'administrateur du forum ne vint jamais. Au lieu de cela, se produisit ce que les détectives craignaient le plus. Un jour après que la nouvelle de l'arrestation des O'Connell eut filtré dans les médias locaux, le forum disparut simplement. Il fut supprimé. Toutes les branches de discussion, tous les profils d'utilisateurs, tous les indices potentiels, tout fut effacé, comme si ce monde n'avait jamais existé. L'administrateur, évidemment, eut peur des conséquences et décida d'effacer les traces. Il restait à la cyberpolice un dernier espoir fantôme: retrouver l'adresse IP dans d'anciens logs, si de tels existaient quelque part. Mais là aussi les attendait une impasse. Praesidium Fidei n'était pas un novice. Il utilisait toute une cascade d'anonymiseurs et de serveurs proxy, conduisant son signal à travers plusieurs pays avant qu'il n'atteigne le forum. Sa trace numérique était intentionnellement embrouillée et se brisait quelque part dans l'espace virtuel. Le fantôme resta fantôme. La ligne d'enquête concernant la tierce personne aboutit à une impasse totale. L'invisible défenseur de la foi se dissout dans le réseau, restant impuni. Et maintenant, tout le poids de la responsabilité, morale et juridique, retomba sur les épaules de deux personnes qui tout ce temps étaient assises dans les cellules, attendant que le tribunal décide de leur sort. Puisque le fantôme numérique s'était dissous, le tribunal devait regarder en face ceux qui étaient assis sur le banc des accusés. Et pour comprendre leur acte, il fallait les comprendre eux-mêmes. L'enquête se tourna de nouveau vers la seule personne qui pouvait éclairer ce qui se passait dans l'âme de Siobhan O'Connell bien avant la tragédie, vers sa sœur. Ces témoignages devinrent la clé
pour comprendre comment ce cauchemar mûrit lentement. Selon ses dires, tout commença après cette blessure qui cloua Aemon à la maison. Leur monde se rétrécit. L'isolement devint total, et dans ce silence, l'anxiété de Siobhan, qui avait toujours fait partie de sa nature, commença à grandir comme la moisissure dans une cave humide. Sa foi de consolation se transforma en arme contre des ennemis invisibles. Elle commença à voir des signes en tout. Dans le comportement des oiseaux, dans la forme des nuages. Elle parlait constamment de mauvaises influences, du monde moderne et du fait qu'il fallait protéger Liam de la souillure qui pénétrait partout. Les témoignages de la sœur étaient crucialement importants. Ils prouvaient que la tragédie sur la colline venteuse ne fut pas un éclat soudain de folie. Ce fut le final d'une longue et lente glissade dans l'abîme de la paranoïa, dont le terrain était préparé bien avant qu'il ne trouve ce forum maudit. Cette paranoïa, qui commençait avec des conversations sur mauvaise influence et des signes, grandit et se transforma en tout un système de croyances. Maintenant, quand les enquêteurs connaissaient les impressions, le forum et l'état de Siobhan, ils décidèrent de mener un second interrogatoire. Ce fut une confrontation directe de faits froids avec un délire fiévreux, une tentative de percer le mur de la conscience déformée. L'enquêteur posa sur la table devant Aemon et Siobhan les conclusions du médecin légiste. Photographie, graphique, termes médicaux secs. Votre fils est mort de déshydratation et d'asphyxie, prononça-t-il, s'efforçant de parler de manière maximalement détachée, pour au moins un peu percer leur armure. Il attendait une réaction, au moins une ombre d'émotion. Mais leur visage restait aussi serein que le jour où on les avait trouvés sur le sol du salon. Siobhan secoua la tête, comme si on lui expliquait quelque chose de peu important. Elle parlait calmement, sans défi, comme si c'était un simple débat théologique. Son corps souffrait, mais son âme se purifiait, dit-elle. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'horreur, seulement une conviction têtue. Elle croyait sincèrement que les souffrances physiques étaient un sacrifice nécessaire, qu'elle ne tuait pas son fils, mais au contraire, le conduisait à travers les portes de l'enfer pour le sauver des tourments éternels. Quand l'enquêteur insista, indiquant les preuves de rétention physique, les traces de ceinture, elle ne faisait que répéter les phrases du forum. On nous a dit que c'était le seul chemin. Quand l'impureté crie et se débat, il faut retenir le récipient. Sinon, l'essence endommagera l'âme irrémédiablement. Nous avons suivi les indications. C'était le seul chemin. Aemon, comme auparavant, se taisait principalement. Quand il parlait tout de même, il ne faisait qu'acquiescer à sa femme, répétant ces mots comme si sa propre conscience s'était complètement dissoute dans son délire. Il était son ombre, son fidèle adepte. Il devint évident qu'aucun fait, aucun rapport médical et aucune preuve ne pourraient percer cette voile. Ils étaient prisonniers de leur propre folie, prisonniers d'une psychose commune et partagée. L'accusation, ayant reçu ces procès-verbaux d'interrogatoire, comprit qu'ils étaient confrontés à une affaire inouïe. Ici, il n'y avait pas de question sur la culpabilité, mais il y avait une question sur la responsabilité. Pour comprendre ce qui s'était exactement passé, et punir justement les coupables, il était nécessaire de mener une expertise judiciaire psychiatrique complexe. Et cette expertise judiciaire psychiatrique, dont les résultats arrivèrent sur la table du juge quelques mois plus tard, devint cette percée qui remit tout à sa place. La conclusion des experts donna un nom scientifique froid à ce cauchemar qui s'était joué sur la colline venteuse. Ce n'était pas de la méchanceté, ce n'était pas de la haine, ce n'était même pas du fanatisme religieux à l'état pur. C'était une maladie, rare et effrayante dans son essence. Le diagnostic posé à Aemon et Siobhan O'Connell sonnait comme une ligne d'un roman gothique, trouble délirant induit, plus connu sous le nom de folie à deux, folie à deux. C'est un phénomène psychique où le délire d'une personne se transmet à une autre, proche d'elle, et commence à être perçu par elle comme une réalité absolue.
une psychose devenue contagieuse, comme un virus. Les experts décrivirent clairement les rôles dans cette tragédie. Siobhan O'Connell fut définie comme porteuse primaire du délire ou inductrice. C'est précisément dans sa conscience, sous la pression de l'isolement, de la peur pour l'avenir et de l'anxiété s'aggravant, que naquit cette idée monstrueuse. La pensée que son fils était possédé, qu'il fallait le sauver par les souffrances, devint le point central de son univers. Elle ne douta pas de sa justesse une seule seconde. Aemon, à son tour, fut le récepteur, porteur secondaire. Ayant perdu son travail et son statut social, il devint psychologiquement dépendant de sa femme. Sa certitude inébranlable lui donnait ce qu'il n'avait plus, un but et un sens. Il ne fut pas contaminé par sa folie. Il l'accepta volontairement. Dans la chambre d'écho hermétique de leur cottage, où il n'y avait pas d'autres voix et d'autres opinions, sa réalité devint sa réalité. Il ne se disputa pas. Il crut simplement. Parce que croire aux démons était plus facile que vivre dans un monde où il n'était plus un pêcheur fort, mais seulement un homme brisé vivant d'allocation. Cette conclusion changeait tout. Elle ne les déchargeait pas de la responsabilité de leurs actes, mais elle changeait complètement le prisme à travers lequel la loi regardait cet acte. Leurs actions, qui de l'extérieur semblaient un acte de cruauté impensable, de l'intérieur, de leur réalité malade commune, étaient un acte d'amour désespéré et de salut. Il devint clair que leurs actes étaient dictés non par une intention malveillante, mais par un état psychotique commun et tout dévorant. Et maintenant, le tribunal devait résoudre la tâche la plus complexe. Comment juger des gens qui avaient commis un crime en se trouvant dans une autre réalité fictive? Et pour comprendre comment juger des gens vivant dans une réalité fictive, il fallait leur donner la possibilité de raconter leur histoire. L'expertise psychiatrique devint cette clé qui ouvrit cette porte. Dans un environnement sûr, parlant avec des médecins et non avec des enquêteurs, Aemon et Siobhan exposèrent pour la première fois en détail, sans dissimulation, leur version des événements. Et ce n'était pas le récit d'un crime, c'était la chronique d'une guerre sacrée qu'ils menaient pour l'âme de leur fils. Tout commença mardi 5 février. Pour eux, ce ne fut pas le premier jour du cauchemar, mais le premier jour de la bataille. Siobhan, convaincue que l'essence à l'intérieur de Liam devenait de plus en plus forte, déclara que le temps était venu. Ils enfermèrent le garçon dans sa chambre. Dans leur logique, ce n'était pas une prison. Ils créaient un espace consacré, un champ de bataille où les forces extérieures ne pouvaient pénétrer. Toute la journée et toute la nuit, ils passèrent dans le salon, priant. Ils ne mangèrent pas, ne burent presque pas. Ils se préparaient à la bataille principale. Deuxième jour, mercredi 6 février. Selon leur dire, l'essence commença à résister. Liam pleurait, criait, demandait à boire. Mais aux oreilles d'Aemon et Siobhan, cela ne sonnait pas comme la voix de leur fils. C'était la voix de l'ennemi qui tentait de les tromper, de les attendrir, de les faire reculer. Suivant les instructions du forum, ils passèrent à l'étape suivante. Ils entrèrent dans la pièce et quand Liam tenta de s'échapper, le retinrent. Ils commencèrent à utiliser les ceintures pour que le récipient ne se nuise pas. Et ils cessèrent de lui donner de l'eau. Dans leur réalité, ce n'était pas de la torture, mais un coup tactique. Affaiblir l'ennemi en le privant de force. Chaque supplication pour une gorgée d'eau ne faisait que les renforcer dans la pensée qu'ils faisaient tout correctement. Le troisième jour, jeudi 7 février, devint l'apogée. Liam était déjà très faible. Ses cris se changèrent en gémissements silencieux. Pour les parents, c'était un signe que l'essence était à bout de force, que la victoire était proche. Ils intensifièrent les prières, leurs voix devinrent plus fortes, plus désespérées. À un moment, comme ils le racontèrent au psychiatre, Liam commença à trembler fortement. Ils perçurent cela comme la dernière convulsion agonisante du démon.
Et alors, se souvenant de la dernière instruction du défenseur de la foi, ils appliquèrent sur la méthode finale. Ils commencèrent à exercer une pression physique sur sa poitrine. Dans leur monde, ce n'était pas un étouffement, c'était un acte d'expulsion. Ils tentaient littéralement de presser le mal hors du corps de leur fils. Ils pressèrent jusqu'à ce que son corps cesse de trembler et s'affaisse. Dans le silence qui s'ensuivit, ils virent ce qu'ils voulaient voir, non pas la mort, mais la libération. Ils étaient sûrs que l'essence avait quitté le corps et que l'âme de Liam était enfin sauvée. Ils le couchèrent soigneusement, le couvrirent d'un drap et retournèrent au salon pour élever une prière de remerciement. Dans leur témoignage, il n'y avait pas une goutte de doute ou de culpabilité. Ils fournirent une description complète, détaillée de leurs actions, qu'ils considérèrent jusqu'à la fin comme la seule procédure juste et salvatrice. Cette procédure salvatrice, décrite en détail par eux-mêmes, avait maintenant une chronologie précise. Et quand les enquêteurs superposèrent ce récit aux données sèches du rapport du médecin légiste, le tableau de la tragédie devint complet. Deux réalités, fictives et vraies, se rencontrèrent en un point, dans une petite chambre d'enfant, et le résultat de cette collision fut fixé avec une précision médicale. Reconstruisons ce dernier jour, 7 février, en nous appuyant sur leurs propres mots et sur des faits irréfutables. Matin. Liam est déjà extrêmement faible. Presque 2 jours sans eau ont fait leur œuvre. Son organisme se trouve dans un état de déshydratation très grave. Chaque inspiration se donne difficilement. Dans son corps ont déjà commencé des processus irréversibles. Mais pour Eamon et Siobhan, sa faiblesse n'est pas un signe de mort approchante. C'est un signe que leur rituel fonctionne, que l'essence s'est affaiblie. Ils entrent dans la pièce. Siobhan tient dans ses mains ces mêmes impressions du forum, sa Bible dans cette guerre sacrée. Elle commence à lire les prières à voix haute. Sa voix remplit la pièce silencieuse d'un bourdonnement monotone. Et Amon, suivant les instructions, retient Liam sur le lit. Selon leur version, ils immobilisent le récipient pour que l'essence ne lui nuise pas dans son agonie. Du point de vue médical, un homme de 42 ans retient un garçon affaibli de 7 ans qui instinctivement tente de lutter pour la vie. Les traces de ceinture sur ses poignets, témoins muets de cette lutte. L'apogée arrive quand, selon leur dire, Liam commence à trembler. Il voit en cela la dernière convulsion désespérée du démon. Siobhan lit plus fort. Sa voix se brise de tension. Et Amon, exécutant le dernier point de l'instruction, commence à exercer une pression sur la poitrine de son fils. Il croit qu'il presse physiquement le mal. Le médecin légiste, dans son rapport, appellera cela autrement. Pression positionnelle prolongée sur la cage thoracique, ayant mené à l'asphyxie. En termes simples, Eamon, sans s'en rendre compte lui-même, privait lentement son fils de la possibilité de respirer. Les poumons de Liam, travaillant déjà à la limite, ne pouvaient simplement plus se remplir d'air. Et voilà que tout se termine. Le corps de Liam s'affaisse et se tait. Pour Eamon et Siobhan arrive le moment de triomphe. Le silence dans la pièce pour eux est un signe que le démon est expulsé, l'âme sauvée, la bataille gagnée. Ils voient la paix. Le médecin des urgences, s'il avait été là, aurait constaté l'arrêt du cœur et de la respiration. Il n'y avait pas de doute. Leur récit, qui dans leur conscience était une saga héroïque de salut, pour l'enquête et le tribunal devint une preuve irréfutable. Chacune de leurs actions, qu'ils considéraient comme un pas vers la purification, était en réalité un pas vers la mort. Leur rituel, du début à la fin, fut la cause directe et indiscutable de la mort de leur propre fils. Et quand il fut indiscutablement prouvé que précisément leur rituel devint la cause de la mort, l'affaire passa dans sa phase finale, dans la salle d'audience. Ici ne se posait plus la question de ce qui s'était passé,
La question était de savoir comment la loi devait évaluer un acte commis dans les liens de la folie. Le procès d'Eamon et Siobhan O'Connell devint l'un des plus silencieux et tragiques de l'histoire de la justice irlandaise. Il n'y eut pas de discours retentissants et de disputes furieuses. Il n'y eut qu'une tentative du système de trouver une réponse juste à une tragédie monstrueuse. Le tribunal, en premier lieu, reconnut officiellement le fait de commission de l'acte. Il fut établi que les actions d'Eamon et Siobhan et seulement leurs actions menèrent à la mort de leur fils de 7 ans. Ce point ne fut contesté par aucune des parties. Mais ensuite arriva le moment clé de tout le procès. Le tribunal prit pleinement en compte la conclusion de l'expertise psychiatrique. Le diagnostic de folie à deux devint l'élément central qui détermina l'issue de l'affaire. Il fut reconnu qu'au moment de la commission de leurs actions, les deux parents se trouvaient dans un état d'irresponsabilité causé par un trouble psychotique commun. Ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas comprendre le caractère criminel de ce qu'ils faisaient. Dans leur réalité, ils étaient des sauveurs et non des criminels. La salle se figea dans le silence quand le juge lut la décision finale. Elle était le reflet de toute la complexité et du tragique de cette affaire. Verdict. Eamon et Siobhan O'Connell sont reconnus coupables d'homicide involontaire en raison de responsabilité limitée. Ils furent dirigés vers un traitement obligatoire à l'hôpital psychiatrique central de Dundrum. Ce n'était pas une cellule de prison, mais une chambre. Pas une punition au sens habituel, mais une tentative du système de corriger ce qui était déjà brisé irrémédiablement. Ils furent physiquement séparés pour rompre ce lien toxique qui avait engendré leur folie commune. Pour eux, c'était la fin de leur monde, la fin de leur guerre. Mais pour la société, cette histoire laissait une question lourde et non résolue. Et cette question non résolue reste ouverte jusqu'à ce jour. Si Eamon et Siobhan étaient irresponsables, qui d'autre porte la responsabilité de ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils se trouvent dans les murs de l'hôpital psychiatrique central de Dundrum. On les soigne séparément, tentant de rompre ce lien toxique qui avait engendré leur folie commune. Les attend un long chemin de thérapie, peut-être à vie. La maison sur la colline venteuse, témoin muet de la tragédie, fut vendue aux enchères. Les nouveaux propriétaires n'osèrent jamais s'y installer. Elle se dresse vide, abandonnée, s'envahissant lentement de bruyère, comme un monument au silence dans lequel peut naître le cauchemar le plus terrible. Tous les participants de cette histoire reçurent leur finale. Tous, sauf un. L'enquête ne put jamais établir l'identité de l'homme se cachant derrière le pseudonyme Praesidium Fidei, le défenseur de la foi, dont les mots devinrent un arrêt de mort pour Liam âgé de 7 ans, ne fut jamais trouvé. Immédiatement après que l'histoire fut dans les nouvelles, ce même forum fut supprimé sans trace par son administrateur et toutes les preuves numériques disparurent avec lui. Cet homme, peut-être, est encore assis quelque part devant son ordinateur, distribuant des conseils mortellement dangereux à d'autres personnes désespérées, se cachant derrière le masque impénétrable de l'anonymat. L'histoire de la famille O'Connell est un rappel terrible que l'isolement et la peur sont un terreau empoisonné sur lequel peuvent pousser les convictions les plus monstrueuses, et que dans le monde moderne, parfois les démons les plus dangereux ne sont pas ceux qui vivent dans notre imagination, mais ceux qui nous chuchotent silencieusement leurs instructions à travers l'écran, restant invisibles et impunis.